remercie. Commission dont Christian de Boissieu était un des membres très éminents. Mais ce n'est pas de ça dont vous m'avez demandé de vous parler, puisque le sujet d'aujourd'hui porte sur la crise en général. Et en 10 minutes, tout naturellement, on ne peut être que schématique. Et schématiquement, je voudrais vous dire qu'après avoir beaucoup réfléchi, je pense que notre rôle aux uns et aux autres, c'est de dire la vérité comme on la voit. Il y a, à mon sens, beaucoup trop de discours faussement optimistes, faussement responsables, qui consistent à ne pas dire exactement ce qu'on pense, pour ne pas créer les conditions de la panique. Je pense que quand une pierre est en train de tomber du ciel sur la tête des gens, il est normal de leur dire qu'elle est en train de tomber, non pas pour les paralyser par la peur, mais pour les pousser à s'en aller. Or, aujourd'hui, pour ma part, je pense que la situation mérite de la regarder en face et de la considérer comme extrêmement grave. Je résumerai ma pensée en 2 phrases. La situation en janvier 2009 est beaucoup plus grave qu'en janvier 2008. Et deuxième phrase, le scénario du pire est le plus vraisemblable. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit certain, mais il est le plus vraisemblable. Et troisième phrase, que fait-on face à cela aujourd'hui, évidemment? Très rapidement dit, et je suis sûr que tout au long de cette journée, M. Bernardin, Christian de Boissieu, M. Picard, M. Appert, tous ceux qui suivront préciseront, commenteront, corrigeront ce que je vais dire et enrichiront ces débats. Je rappellerai quelques chiffres. En janvier 2008, le total de l'endettement américain, tout acteur confondu, était de 350% du PIB, ce qui était déjà supérieur au niveau où il était en 1929, où il n'a jamais dépassé 300%. Aujourd'hui, le total de l'endettement, tout acteur confondu des États-Unis, est de 500% du PIB, c'est-à-dire 54 trillions de dollars. Exactement d'ailleurs, pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'est conduit depuis un an comme avec un accidenté de la route à qui on apporte de l'oxygène sur le lieu de l'accident mais à qui on n'a pas le courage de transporter à l'hôpital pour le soigner et on continue à lui donner de l'oxygène tout en ne se rendant pas compte que l'oxygène va finir par le tuer. Autre chiffre qui parle, la situation du système bancaire mondial. Le total des encours bancaires mondiaux est de l'ordre de 84 trillions. Le total des fonds propres des banques est de 4 trillions. 1 trillion, c'est 1000 milliards au sens américain du mot. Ce qui veut dire un ratio supérieur à 20, alors qu'en toute légalité et en toute prudence, selon les différents ratios, je vous épargne les chiffres, le ratio devrait être autour de 15. Il est de 20. Et pour certaines banques, il est de 50. Face à cela, prenons pays par pays. Aux États-Unis, les total des crédits alloués par le système financier américain a été annoncé comme autour de 12 trillions, dont 3,6 sont, au moins 3,6 sont considérés comme devant être détruits. Sur ces 3,6, il y en a encore 1,8 aux États-Unis, 1,8 qui ont été transférés dans le système financier mondial, alors que le total du capital des fonds propres des banques est d'1,3, ce qui veut dire que techniquement, le système financier américain est en faillite, à l'heure où nous parlons. Si on regarde les autres systèmes financiers, on voit que la question est ouverte pour le système financier britannique, et on voit qu'en toute logique, normalement, des banques devraient avoir une valeur boursière supérieure à leurs fonds propres. Et la valeur boursière, si elle reflète une certaine panique, reflète aussi le sentiment que les gens ont sur la réalité des fonds propres. Pas les fonds propres annoncés, mais la réalité des fonds propres. Et donc, normalement, la valeur boursière d'une entreprise, d'une banque, doit être largement supérieure à ses fonds propres, puisque ses fonds propres plus la valeur de la banque. Or, si vous regardez les banques françaises, pour ne prendre que cet exemple, et je ne les nomme pas, mais il vous suffit de regarder, aucune des 3 principales banques françaises n'a une valeur de boursière supérieure à la moitié de ses fonds propres officiels, alors qu'elle devrait être supérieure à la totalité de ses fonds propres officiels. Donc nous sommes de toute façon dans une situation où, quelle que soit la méthode comptable, quelle que soit la réalité qui est plus ou moins connue,
le marché a le sentiment que la situation est pire qu'avant, puisque les fonds propres ne sont pas réels, tout simplement parce que les actifs toxiques ne sont pas ce qu'on sait qu'ils doivent être. Et donc, je pourrais ajouter d'autres chiffres ou d'autres faits qui m'amènent à penser que nous sommes dans une situation pire. J'ajouterai simplement celui-là, à savoir qu'on a créé les conditions pour laisser croire qu'en laissant les banques centrales prêter directement à l'économie et non pas par l'intermédiaire des banques, comme on le fait par le système fédéral américain et comme on le fait maintenant par la Banque centrale anglaise et comme le font certaines banques centrales du système européen. Malheureusement, certaines banques centrales de la BCE commencent à prêter directement aux entreprises sans passer par le système bancaire. Là, on met en place toutes les conditions du pire. Scénario du pire, le plus vraisemblable, d'abord dans les pays européens, ou certains d'entre eux, puis aux États-Unis, le système bancaire est incapable de satisfaire ses exigences de ratio, à la fois parce que ses fonds propres apparaissent comme moins élevés qu'on ne le dit, et ensuite parce que il s'agit d'éliminer un certain nombre de mauvaises dettes qui vont apparaître avec le ralentissement économique qui lui-même est créateur de révélation de ce qu'un certain nombre de créances qu'on croyait certaines deviennent douteuses. Donc besoin en financement des entreprises qu'on peut estimer pour les grands pays développés. Je ne veux pas donner des chiffres particuliers sur un pays ou un autre, même si je les ai assez précisément en tête, à entre 50 et 100 trillions par grand pays. Vous voyez d'ailleurs que ces chiffres, qui sont beaucoup plus élevés que les chiffres précédents, qu'on donnait il y a quelques mois, montrent qu'en fait nous sommes dans une avalanche. C'est-à-dire qu'on aurait pu prévenir l'avalanche, maintenant elle s'est déclenchée, et vous allez voir, mois après mois, que les chiffres vont être de plus en plus élevés. Parce que l'avalanche grossit. Ces 100 trillions, personne ne peut penser les trouver pour un pays, mettons, X, sur le marché financier, parce que personne ne prêtera, donc seuls les États peuvent le faire. Les États peuvent le faire de plusieurs façons, cash, ou en mettant en place des mécanismes d'isolation des mauvaises dettes dans une banque spécifique, avec d'immenses problèmes de savoir quel est le périmètre de ces actifs spécifiques. Est-ce qu'on va le faire le même à l'échelle du monde, ou ça va être quelque chose de spécial pour chaque pays, avec des problèmes de concurrence considérables suivant le périmètre qui est fixé, et avec une question du prix de ces actifs considérés comme toxiques et isolés, qui ne peut pas être zéro, mais qui, lorsqu'on le fixe, déterminera la valeur des fonds propres des produits non toxiques. Il y a une relation qui va s'établir entre les deux, une extrême complexité. Et le scénario du pire, c'est les banques en difficulté, le marché financier ne peut pas les satisfaire, les États ne trouvent pas les moyens eux-mêmes de satisfaire parce qu'il faut débourser des sommes qu'ils n'ont pas et que le marché ne leur permettrait pas d'avoir, parce que ces États sont eux-mêmes en situation incertaine. On voit déjà ce qui se joue sur le système britannique, où on commence à parler ouvertement de la faillite. Ce matin, à 7 heures du matin, le grand économiste, l'économiste très regardé aux États-Unis, Nouriel Roubini, parlait dans son blog de la faillite du royaume britannique. Évidemment, si ceci touche les États-Unis, qui, je l'ai dit tout à l'heure, a un taux d'endettement qui explose non seulement dans la totalité des acteurs, mais aussi dans les acteurs publics. Le déficit budgétaire américain est passé de 3 à 14% ou 13% du PIB, et ce n'est pas les programmes nouveaux qui vont améliorer ça. On peut se poser la question, et c'est là en effet, vous avez raison de dire que la Chine joue un rôle très important, de savoir si la Chine va être, avec le Golfe, en situation de pouvoir financer cet équilibre. Mais premièrement, le Golfe n'existe presque plus en raison du pétrole qui s'est effondré, et deuxièmement, la Chine n'a que 2 trillions. Avant, il y a encore quelques mois, on disait la Chine a 2 trillions, donc la Chine est le sauveur du monde. Qu'est-ce que 2 trillions face aux chiffres que je viens de donner? Donc le scénario du pire, c'est-à-dire une dépression majeure, suivie, puisqu'on a mis tellement d'argent dans le système, d'une inflation majeure, est le plus vraisemblable si on continue comme ça. Et je le dis comme je le pense, nous sommes pas loin d'entrer sur le chemin qui conduira à un Weimar planétaire. Dépression, hyperinflation.
je ne veux pas dire que ce soit inévitable, je pense qu'il faut avoir conscience de ce risque et qu'il faut d'abord, premièrement, savoir toute la vérité sur le système bancaire, que le système bancaire dise sa vérité et la connaisse. Deuxièmement, qu'on prenne très vite les mesures nationales et internationales, et en particulier européennes, car le grand danger de nationalisation, c'est de conduire au protectionnisme. L'Europe elle-même, en tant qu'Union européenne, a aujourd'hui une capacité d'emprunt gigantesque, puisqu'elle n'a pratiquement pas de dette, elle n'a pas de dette du tout en tant qu'entité, et l'Europe est parfaitement capable de mettre les ressources nécessaires pour redonner son dynamisme et sa sécurité et la confiance au système bancaire européen. Il faudrait donc avoir le courage de vouloir passer à l'échelon européen et de donner à l'Europe la mission d'organiser les transitions nécessaires. Et aux États-Unis, de penser et d'espérer que le système soit capable de le faire dans ce couple avec la Chine qui sera si essentiel. Je vous remercie. Merci Jacques Attali. Merci aussi, vous avez scrupuleusement respecté le timing, c'est bien. Alors, avant de passer la parole à M. Bernardin, juste une petite question. Vous parlez de l'intervention de l'Europe de manière massive. Est-ce que ça peut aller, comme le disent d'ailleurs assez paradoxalement aujourd'hui certains économistes dits libéraux, jusqu'à l'éventuelle nationalisation des banques pour sauver le système et le capitalisme avec ? Moi, je préfère éviter des nationalisations qui conduiraient, dans l'état actuel de l'économie, à renationaliser, non pas au sens de la propriété, mais au sens de l'intérêt, qui voudrait dire qu'on rentre dans une perspective où les banques deviennent au service d'une nation. Et en Europe, ça voudrait dire perdre l'entité globale. Je préférerais qu'on ait, une fois que chaque pays ait fait les efforts nécessaires de mettre en ordre son propre système, qu'on invente une procédure rapide qui permet à l'Union européenne de prendre le pouvoir. Et comme il n'y a pas de nation européenne, j'ai employé le néologisme de unioniser, c'est-à-dire non pas de nationaliser, mais d'unioniser les banques et de faire en sorte que l'Union européenne ait son mot à dire, soit sous forme de garantie, soit sous forme de prise de participation dans les principales banques, qui permettrait d'ailleurs de les rassembler et de créer un système bancaire européen à la taille de l'Europe.